Ah, les bienfaits du colonialisme. Ça fait du bien de le dire, n'est-ce pas? Bon, maintenant, passons aux faits. Au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, l'Inde représentait encore 33%, entre 30 et 35% du PIB mondial. Tout ça a été estimé par des historiens économiques tels qu'Angus Madison ou encore Paul Béroc, qui ont ensuite pu réviser ces sources. Et la Chine représentait environ entre 25 et 30% du PIB mondial. Suite à la colonisation anglaise au XIXe siècle, le PIB de l'Inde passe de 30% à 3% au début du XXe siècle, c'est-à-dire durant l'essentiel de la colonisation anglaise, qui était déjà bien avancée. L'Inde a connu plusieurs famines, dont des famines qui sont connues pour avoir été provoquées pour ne pas perturber les besoins de la métropole, de la couronne. Voilà. Et puis pour la Chine, elle passe environ de ses 25-30% à un peu moins de 10% de l'économie mondiale. Donc les rapports de force étant inversés en plus entre l'Inde et la Chine, et ce qui explique l'avance qu'a eu la Chine sur l'Inde. Donc tout ça pour dire que mécaniquement, on voit quels ont été ces soi-disant bienfaits de la colonisation, puisqu'on a un PIB qui s'effondre totalement. Donc après tout ça, on peut rentrer dans le détail et expliquer pourquoi, parce qu'il y a eu un complet remplacement de l'économie. Le grand remplacement, il est là. Des populations, des financiers, des marchands qui viennent et des industriels qui viennent à la fois faire des affaires sur le territoire, empêcher les commerçants, les industriels, les artisans indiens de faire leur boulot et de passer des lois pour ça, puisqu'il y a eu différents actes qui ont été passés pour interdire les textiles indiens, notamment, ou d'autres types de production, et notamment de commercialiser les textiles et les productions industrielles fabriquées en Inde, de les commercialiser à la fois en Angleterre dans un premier temps, puis en Inde elle-même, et donc ce qui a ruiné complètement l'entrepreneuriat et l'investissement et l'entrepreneuriat local. Donc ce genre d'argument vient aussi à l'appui de ceux qui disent oh oui, mais alors par exemple quand on pointe des pays comme l'Algérie, où on va dire oui, mais l'Algérie, etc., se trouve dans un tel état meilleur que dans un état, enfin c'était bien meilleur au temps de la colonisation, ce qui est encore une fois totalement faux, puisque notamment au niveau en termes d'éducation, on passe à peu près de 50-70% d'une population qui était alphabétisée à peu près 10% au sortir de la colonisation, donc il a fallu refaire tout ce travail-là. Est-ce que les conditions étaient meilleures? Non, en fait, les conditions ont été amenées meilleures pour les colons, pour leur améliorer leur niveau de vie, pour améliorer leurs échanges quand ils voulaient circuler sur le territoire et passer d'une ville à l'autre pour aller d'un endroit de colon à un autre endroit de colon. Je sais, ça vous rappelle quelque chose aujourd'hui entre Israël et la Palestine. Donc voilà, tout a été aménagé et amené comme progrès uniquement pour servir la métropole et servir les besoins coloniaux. Donc ça c'est l'argument sur l'Algérie. Donc l'Algérie n'a absolument pas été améliorée par la colonisation. Après il est plus difficile d'estimer le PIB étant donné que les régences et les trois régences, la régence d'Alger, la régence de Tunis et la régence de Tripoli, faisaient partie étaient des États associés à l'Empire ottoman, et donc les chiffres sont plus difficiles à fournir, mais après je peux très bien chercher et vous faire une vidéo sur la question. L'Empire ottoman au XVIIIe siècle représentait encore 10% de l'économie mondiale et était la troisième puissance économique mondiale. Donc vous voyez bien que les pays européens étaient encore loin d'avoir la richesse, mais c'est une richesse qu'ils ont ensuite acquis par l'extension de leur domaine agricole, la mise en place de grandes routes commerciales, la mise en place de structures financières. Donc un point qui est souvent évoqué, c'est oui, quand on dit que certains pays n'ont pas pu se développer ou ont eu des difficultés à se développer, oui, mais Singapour, oui, mais la Corée du Sud. Alors d'une part, une exception
l'exception ne fait pas une règle, et donc généralement on regarde, on prend pour faire une règle ce qui est majoritaire, et de manière majoritaire sur la planète, la plupart des pays qui ont été colonisés et qui étaient des pays du Sud n'ont pas pu s'en sortir ou n'ont pas pu se développer suffisamment pour rejoindre les pays, le niveau de vie technologique, des infrastructures des pays dits développés. Et donc ça s'explique par ce que je vous ai déjà expliqué pour l'Inde, c'est-à-dire le remplacement des structures économiques, mais aussi par une organisation raciale et raciste du monde qui faisait qu'on privilégiait toujours des réseaux, et puis parce qu'il y avait des réseaux aussi, des réseaux de financiers, des réseaux d'investisseurs qui étaient disséminés et qui ont été disséminés partout sur la planète. Et il y avait et ce qui a aussi sauvé, on va dire, la Corée du Sud en tout cas, mais pas que la Corée du Sud, le Japon a été un des premiers pays sauvés in extremis de ce sous-développement imposé par l'Occident, parce que c'était dû à son éloignement et sa méfiance. Le Japon a été un des premiers pays à se méfier alors la Chine s'est méfiée aussi, mais elle a été ratatinée et s'est méfiée trop tard, on va dire. Et le Japon s'est rapidement méfié et a mis en place très rapidement des mesures protectionnistes. Elle a fermé son royaume du XVIe siècle au XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, le royaume entre dans une nouvelle ère, je crois que c'est l'ère Meiji. Et à partir de cette ère-là, il y a des changements qui sont faits. Et puis aussi de manière forcée, puisqu'il y a eu une politique de la canonnière qui a forcé le Japon à ouvrir. Alors qui a mené cette politique, je crois que c'était les Anglais, mais peut-être que je me trompe, ou les Anglais, ou les Français, ou peut-être même les Portugais, mais c'est trop tard pour que ce soit les Portugais. Donc au 19e siècle, on force le Japon à ouvrir ses ports au commerce international, lui qui les avait fermés et qui avait décidé de vivre en autarcie avec un système qui lui allait très bien, mais forcé de le faire, donc il rentre ensuite dans l'ère Meiji avec un nouvel empereur qui prend des mesures pour prendre les standards occidentaux, recopier les standards occidentaux également. Mais elle n'était pas la seule à le faire. Le Japon l'a fait à la fin du 19e siècle. Au début du 19e siècle, beaucoup plus tôt, suite aux campagnes napoléoniennes, on a un opposant à Napoléon qui prend le pouvoir. C'est un Albanais, on était dans l'Empire ottoman, un Albanais qui était venu faire son service militaire en Égypte, qui s'est révélé être un petit Napoléon dans son genre et qui décide de prendre le pouvoir et de s'émanciper de l'Empire ottoman et qui va aussi copier le système napoléonien, on va dire, le système des Lumières, la création de grandes écoles, la création d'infrastructures, de ports, etc. Et miser sur quelques industries, et dont le coton, et qui va propulser l'Égypte à la 7e place économique mondiale. L'Égypte qui n'était qu'une région de l'Empire ottoman, ce n'était pas un État associé, c'était vraiment une province de l'Empire ottoman, donc directement administrée par l'Empire ottoman, et qui va s'émanciper pendant 50 ans, 40 ans plutôt, jusqu'à à peu près 40 ans, 2035-2040, le pacha Mehmet Ali abdique. En 1835, il y a un blocus qui est fait par la France et l'Angleterre parce que l'Égypte devient trop puissante. Elle avait fini par envahir une partie du territoire ottoman, vers la Syrie, vers le Hijaz en Arabie, et puis au sud le Soudan. Et tout ça en plus avec une volonté de prendre la main sur les routes commerciales qui menaient en Orient. Donc tout ça a mené en entente avec l'Empire ottoman, ou du moins l'Empire ottoman a laissé faire. De toute façon, l'Égypte s'était émancipée, et donc a laissé faire un blocus qui a menacé Alexandrie dans un premier temps. Le blocus a duré 3 mois, ensuite l'Égypte a cédé. Pour l'intérêt de l'Égypte, le pacha en tout cas s'est retiré, a laissé son fils gouverner et essayer de continuer à mener une politique. Mais ensuite, il y a un ouvrage qui parle de cette question-là, c'est Banquier et Pacha à Alexandrie ou en Égypte contemporaine. Je me rappelle plus exactement du titre. Vous tapez Banquier et Pacha et vous le trouverez certainement, et qui explique donc cette petit à petit comment l'Égypte a été dévorée par les financiers
et l'influence franco-anglaise en Égypte qui ensuite a permis la colonisation à la fin du 19e siècle de l'Égypte. Donc c'était une tentative, mais un peu trop précoce. Et puis du moment qu'on ne faisait pas partie de la sphère occidentale, il était difficile, et puis sans levier, sans réseau, sans acteurs purement occidentaux, il était difficile de faire émerger un État qui aurait été fort, puissant et indépendant. Donc voilà, alors ce qui explique ensuite la réussite de Singapour, je parlais de Singapour. Singapour a été une place, c'était déjà une place néerlandaise, puisqu'on était en Indonésie, dans les Indes. Ils avaient appelé ça les Indes, mais bon, parce qu'ils simplifiaient les choses. En Indonésie, dans les Indes néerlandaises, donc possédée par la Hollande, par les Pays-Bas. Oui, je sais, il y a trois noms pour qualifier un seul pays. On cédait Singapour vers la fin du 19e siècle, ça doit être peut-être 1860-1880, quelque chose comme ça. On cédait Singapour aux Anglais. Les Anglais ont aménagé Singapour comme une place financière, ont passé des accords spécifiques, ont mis en place des structures financières spécifiques pour favoriser Singapour, en faire un port franc dans un premier temps, c'est-à-dire un port qui est non taxé, où les gens pouvaient faire du commerce librement, etc. Et puis la taille minuscule de Singapour étant juste un port, permettait un aménagement riche et concentré de richesses, et comme ça a été souvent dans différents ports qui ont pu être aménagés et ont été des places internationales. Donc Singapour ensuite a acquis son indépendance, donc qui est restée anglaise pendant un moment, et a acquis son indépendance en 1970, je crois, quelque chose comme ça, 1970-1971. Toujours place cosmopolite en plus, plein de financiers, plein d'investisseurs, donc aucun miracle, c'est une place totalement déjà façonnée et structurée par la finance internationale qui réussit dans ce contexte. Donc aucun miracle pour ça. Pour la Corée du Sud, c'est un peu différent. La Corée du Sud déjà a bénéficié d'un investissement massif des États-Unis, pareil que Singapour aussi également ensuite. Il y a eu les Anglais, mais il y a eu aussi les États-Unis. Et puis la Corée du Sud, donc investissement massif des États-Unis. La Corée du Sud est un État qui a été aussi en retrait par rapport à l'Occident, et donc du fait de son éloignement a pu, comme la Chine aussi dans une moindre mesure, a pu conserver certaines de ses structures économiques qui n'ont pas été détruites, qui n'ont pas été concurrencées avant une certaine période. Le Japon aussi, l'histoire de la Corée du Sud est aussi mêlée à celle du Japon, a bénéficié d'investissements japonais, de construction d'infrastructures japonaises. Donc voilà, il y a tous ces liens et toute cette spécificité d'une histoire, et surtout l'éloignement, c'est ce que j'explique souvent, c'est-à-dire que plus on était éloigné de l'Occident, plus on était sous les feux, moins on était sous les feux des projecteurs de l'Occident, moins on était sous les regards de l'Occident, plus on arrivait à s'en sortir. Et c'est ce qui donc a été le cas pour les pays d'Asie du Sud-Est et du Japon en premier. Voilà pour répondre à cette affirmation stupide et ridicule, en prenant quelques exemples pour vouloir discréditer le reste de la planète. Mais vous, les gens qui faites ça, on vous reconnaît aujourd'hui, et le reste de la planète vous reconnaît aujourd'hui. Il n'a plus envie de subir ces humiliations permanentes que vous essayez de faire en faisant croire que... Alors en plus, en faisant croire que les pays n'auraient pas pu, n'ont pas capacité à se développer parce que ce sont des charlots, des idiots, etc. Et qui dit souvent ça en plus? Ce sont des gens qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, ce sont juste des gens qui répètent des choses idiotes, qu'ils entendent, qui veulent se donner 2-3 grammes de mérite en recopiant des choses, alors que eux-mêmes sont des gens très faiblement cultivés et de faibles capacités, hormis ce qu'ils savent faire, ce qu'on leur a appris dans leur métier. Ce ne sont pas des gens qui comprennent les enjeux mondiaux, ce ne sont pas des gens qui ont appris aussi à respecter les autres. Et donc voilà, aujourd'hui on voit bien que ce sont un peu des idiots qui dirigent la planète, et que cet équilibre, ces inégalités, on va dire l'équilibre de l'inégalité, cette situation d'inégalité qu'on a mis en place partout sur la planète est en train de se fracturer totalement. On est en train de remettre en question des discours idiots de ce genre-là. Et tant mieux, il fallait que ça se passe. Mais en même temps, des choses horribles se passent comme il se passe actuellement à Gaza.